De retour sur le plateau d'Open Sport, j'ai été rejoint par mes petits camarades du jour. Ils sont au nombre de 3 avec à ma gauche Grégory Massard qui est là. Salut Grégory. Salut à tous. Et de l'autre côté, les frères siamois de la Reda qui se sont concertés en termes vestimentaires. C'est chemise bleu ciel sous cravate noire pour Anthony Davier et Fabien Michel. Salut messieurs. Salut Antoine. Salut à Pour tous. les différencier, il y en a un qui a la petite pochette d'un côté et pas l'autre. Et un qui a la barre en même temps. Ouais, mais ça, voilà. Surtout, ouais. Je voulais pas aller sur ce terrain-là. C'est vous qui m'y avez emmené, messieurs. On va pas démarrer puisqu'on est déjà dans la deuxième partie de cette émission, mais on va procéder maintenant au traditionnel coup de gueule ou coup de cœur, les billets d'humeur de mes petits camarades. On va commencer avec vous. Grégory, quand je vois votre visage, j'ai pas l'impression qu'on assiste à un coup de cœur. Non, il est pas content, Grégory. Non, je suis pas content parce que le printemps, les beaux jours arrivent et malheureusement, on va tous tomber dans la déprime. Quand je dis nous, c'est les fans de F1. Hamilton donc, a remporté le premier Grand Prix de la saison en Australie devant Nico Rosberg, donc un doublé Mercedes. Pour rappel, il y a quand même un petit changement par rapport à la saison dernière. C'est que la saison dernière, c'est Rosberg qui avait remporté le Grand Prix. Bon, voilà. Mais Hamilton qui était champion du monde. Voilà. Sur les 19 Grands Prix la saison dernière, 18 pole positions et 16 victoires. Bon, voilà, on s'était vraiment ennuyé, même si le mano à mano entre Hamilton et Rosberg était haletant, passionnant, très bien, mais les Grands Prix de F1, ça ne se court pas à deux pilotes. Voilà, donc rendez-nous notre F1, rendez-nous ces Grands Prix où Jean Alesi et Olivier Panis ont des chances de le remporter. Voilà, ça manque un peu. Très bien, voilà le coup de gueule de Grégory concernant le début de la saison de F1. On va passer à ce qui a fait parler cette semaine dans l'actualité. Ça a fait jaser avec, pour démarrer, eh bien, tout simplement, les clubs français en Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu vendredi. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, match aller au Parc, match retour au Camp Nou. Juventus Turin, AS Monaco, match aller au Juventus Stadium, retour à Louis II. Les deux autres quarts de finale, derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Et puis le Bayern sera opposé au FC Porto. Messieurs, on va parler évidemment de ces deux affiches qui concernent les clubs français, à commencer par le Paris Saint-Germain, qui a hérité, Greg, du pire tirage possible. 24 heures après, ça fait toujours aussi mal. Hein. Je pense que c'est pas un bon tirage pour le Paris Saint-Germain, clairement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas. Encore une fois, il y a une revanche à prendre. Les statistiques sont favorables aujourd'hui avec le trio MSN. Forcément, c'est une attaque qui va être difficile à empêcher de marquer. Voilà, mais le Barça, dans son histoire, ne s'est jamais imposé au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain ne s'est jamais imposé au Camp Nou. Voilà, ça reste quand même ouvert. C'est pas du 90-10, c'est du 60-40. Et puis sur voilà, tout est jouable. C'est, messieurs, le fait d'avoir le match retour au Camp Nou, surtout, qui peut être dommageable pour le Paris Saint-Germain. Bon, après, ça dépend comment ils démarrent. S'ils font le même match qu'en poule, qu'ils gagnent chez eux au match aller, le Paris Saint-Germain sera peut-être en confiance pour aller au Camp Nou et peut-être retenir les erreurs du match retour en phase de poule où ils ont perdu là-bas. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un inconvénient de démarrer tout de suite au Parc des Princes. C'est peut-être aussi bien de se mettre en confiance, de se rassurer si jamais le Paris Saint-Germain arrive justement à faire un bon résultat. Après, il faudra gérer le match retour. En plus, on l'a vu contre Chelsea. Ils avaient le match aller au Parc. Ils n'ont pas réussi à gagner. Ça ne les a pas empêchés de se qualifier. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le même adversaire. Moi, ce que je trouve frustrant dans cette confrontation, c'est que le PSG affronte une équipe qu'il a rencontrée en poule. Déjà, ce qui rend un peu les choses très frustrantes, parce qu'on aurait préféré voir une autre équipe. Ce ne sera pas les mêmes équipes, je pense. C'est ça qui fera, heureusement. Je pense que la physionomie des deux matchs en quart de finale, ce ne sera pas la même qu'en poule déjà, parce qu'il n'y avait pas Suarez déjà au match aller au Parc. Là, il sera là sur les deux matchs. Enfin, s'il n'est pas on aura sans doute blessé, un Messi qui sera à un niveau très différent. C'est surtout ça. Il y aura un Messi qui n'était pas là il y a 2 ans, enfin qui était là, mais qui n'était pas vraiment là et qui était un peu aussi absent au match aller. En revanche, au match retour, il avait répondu présent. Là, on aura une attaque de Barça en feu, qui marque plus de 3 buts par match depuis 3 mois. Enfin, c'est une défense du Paris Saint-Germain qui peu à peu reprend ses marques et élève un peu la tête. Voilà, il faudra juste espérer que les absences de certains joueurs clés dans les deux équipes, surtout pour le Paris Saint-Germain, parce que Ibrahimovic et Verratti rateront le match aller en tout. même si Dortmund n'est pas le grand Dortmund d'il y a 2 ans, ça reste quand même une équipe qui en Ligue des Champions qui répondait prend pas présent, 3-0 chez elle tout le temps, quoi. qui est dans un stade où quand même il y a une ambiance particulière, où ils sont très attachés. Voilà, je pense que le problème, c'est que le début de saison compliqué les a un peu traumatisés. Et sur ce match-là, face à une Juve intraitable, vraiment, qui n'a laissé aucune chance à Dortmund, ils ont lâché mentalement très vite.
Après, l'avantage de la Juve, c'est qu'ils ont tellement d'avance au niveau du classement en Serie A qu'ils vont aussi pouvoir se permettre de faire tourner en championnat pour gérer la fin de saison. Sur les limites de la coupe, en plus, assurer en Serie A, ils ont pas mal de points Est-ce que, d'avance. Anthony, est-ce que l'absence de Pogba peut être préjudiciable aux Turinois? Ça aurait pu être le cas si ça avait été un autre adversaire que Monaco. Si ça avait été un Real, si ça avait été un Barça. Mais étant donné que là, c'est Monaco qui se présente, on l'a dit, ils ont eu quand même 100% de réussite contre Arsenal. Au match aller, s'il n'y a pas le but de Ferran Carrasco à la 93e sur une contre-attaque, c'est Arsenal qui passe. Donc, sur l'ensemble de la confrontation avec Arsenal, on sent qu'ils étaient quand même en dessous. S'ils n'avaient pas eu ce 100% de réussite-là, ils seraient aujourd'hui dehors. Face à la Juventus qui a atomisé Dortmund, on l'a dit. En plus, ils ont été accueillis là-bas en Allemagne. On a vu le tifo qu'ils ont sorti, les supporters, c'était un truc de fou. Et ils ont mis 3-0. Avec un Carlos Tevez qui était monumental. Et avec un Pogba qui s'est blessé. Et avec un Pogba qui est sorti au bout d'un quart d'heure. Rapidement, Greg, vous aviez des et la stats de la Juve sans Pogba cette saison, seulement 5 matchs. Pour messieurs, combien de défaites? Oh, la colle. C'est la colle. 0. Aucune. 0. Donc la Juve joue très bien sans Pogba. Sans Pogba, On ouais. l'a vu, hein. On l'a vu contre Dortmund. Sans Et on l'a Pogba, vu. ils ont gagné quand même, hein. C'est peut-être mieux sans Pogba. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour l'AS Monaco. On se remet en tête rapidement le programme de ces quarts de finale qui auront lieu les 14 et 15 avril prochains. Le 14 avril, vous aurez Juventus Monaco et Atlético Madrid Real Madrid. Le 15, PSG Barcelone, Porto Bayern. Match retour le 21 avril pour Barça Paris Saint-Germain et Bayern Porto. Et puis le 22, vous aurez donc Monaco Juve et Real Atlético. Un petit mot, messieurs, pour terminer cette partie-là sur les clubs anglais qui font un 0 pointé en quart de finale. Toute compétition européenne confondue, puisqu'Everton a été éliminé cette semaine. Ça faisait plus de 30 ans, non, que c'était Première pas fois, arrivé. c'était 92, 13, je crois. Voilà, donc Voilà. ça date. Est-ce que ça montre Ça fait un peu de tâche quand même. Je trouve Voilà. que pour le meilleur championnat du monde? pour soi-disant le meilleur champion du monde, même si ça n'enlève en rien le casting des clubs anglais et l'intensité du championnat anglais. Ça fait quand même la deuxième fois en 3 ans. Ça, c'est les stats pour la Ligue des Champions. Voilà, hein, en Ligue des pas Champions, pas forcément pour l'Europa qu'il League, y a mais pas que pour la Ligue des comment- Champions. Mais du coup, là, on rajoute en plus cette saison la Ligue Europa. Moi, je trouve que ça fait un peu tâche. Après, Est-ce que les Anglais, est-ce que les milliards qu'ils vont recevoir à partir de 2016 changeront la donne est-ce que les Anglais doivent se poser des questions par rapport à la Première Ligue, au rythme des matchs de Première Ligue, avec notamment la période Je pense qu'ils du doivent- Boxing Day? Ou alors, est-ce que les Coupes d'Europe, aujourd'hui, les clubs anglais, c'est plus, ça peut ne plus devenir une priorité avec cette Première Ligue et ces milliards terribles? Après, c'est pas forcément une question d'enchaînement des matchs, hein. Arsenal niveau, s'est fait piéger au match aller. Ils ont mal géré le match aller contre, Non, mais je pense que contre le fait- Monaco. City, c'est un peu habituel. Ils savent pas. Mais Ils réussissent jamais en Ligue des Champions. Le calendrier du championnat anglais en fait est fait pour que les équipes doivent être absolument en forme fin décembre, début janvier. C'est le moment clé où ils jouent 4-5 matchs en 2 semaines et ils se préparent pour ça. À l'inverse de la Ligue 1 où c'est plutôt le sprint final est plutôt en mars-avril. Et en revanche en Espagne, il faut être les juste Anglais présent pendant les arrivent maintenant, Clasico. ils sont cramés. En Espagne, il faut juste être présent pendant 2 matchs. Donc le problème, c'est que là, les Anglais, comme ils se préparent pour la fin de saison, arrivés en mars-avril, si en phase 2, il y a des clubs européens au top ou des clubs européens qui sont plus frais physiquement, bah, ça passe pas. Voilà. L'équipe de France masculine, elle, a 2 rendez-vous face au Brésil et au Danemark dans les prochains jours. Didier Deschamps a donné cette semaine sa liste de 23 joueurs. Vous découvrez leur portrait ici avec l'absence de Paul Pogba, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est blessé, et la convocation attendue, Anthony, de Nabil Fekir, après tout ce qu'on a pu dire pendant ces dernières semaines, ces derniers mois sur le Lyonnais. Il n'avait pas vraiment le choix, je crois, Didier Deschamps. Hein. S'il avait dans l'idée de ne pas le prendre, je pense que derrière, on lui a mis une bonne pression pour le sélectionner. Bon, au niveau sportif, de toute façon, c'était une évidence. On va rappeler les statistiques de Fekir. Hein. 11 buts et 7 passes en Ligue 1 pour sa première saison pleine. Il est en train d'exploser complètement. Il a un registre de jeu assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'il peut jouer en meneur de jeu, il peut jouer en deuxième attaquant, il pourrait même peut-être jouer en attaquant de pointe tout seul. Mais ça va être intéressant de pouvoir le tester à 1 an et demi maintenant de l'Euro en France. Il avait envie de choisir la France. On en a pas venait d'en parler. Il a eu longtemps tous les médias autour de lui, son papa qui a aussi dit dans la presse qu'il aurait préféré que son fils choisisse l'Algérie. On a vu son grand-père aussi qui a fait un petit coup de gueule. Bon. Non, je crois que c'est surtout une bonne chose pour Lyon, parce qu'à mon avis, dans le deal entre Deschamps et Fekir,
Deschamps lui a dit si tu veux jouer pour la France, très bien. Si tu veux jouer l'Euro, très bien. Mais il faudra que tu restes en France et à Lyon. À mon avis. Ça va aussi loin que ça. Oui, je ne vois pas Fekir aller quitter Lyon après une seule saison en Ligue 1, sans avoir joué de Coupe d'Europe dans toute sa carrière, aller commencer à tenter l'aventure à l'étranger. Je pense que le deal, c'est de rester jusqu'à la fin de l'Euro. L'interrogation, savoir comment Fekir gère les gros matchs, on va dire les matchs internationaux, parce qu'il a, à part la Ligue 1, il a jamais connu les quelques matchs d'Europa League. Et donc ce sera une bonne occasion de voir aussi dans son club formateur comment il va gérer ça, avec ou sans Lacazette. Là, je suis moins sûr. Y a-t-il eu pression autour de Didier Deschamps pour convoquer Nabil Fekir? On va écouter le sélectionneur national. S'il a pris Fekir, c'est pas pour faire plaisir à un tel ou un tel, c'est parce que Fekir peut lui apporter quelque chose. Si j'ai décidé de sélectionner Nabil aujourd'hui avec l'équipe de France, c'est parce que je considère qu'il peut nous apporter quelque chose de différent par rapport aux joueurs qui sont venus jusqu'à maintenant. Sans oublier que c'est encore un jeune joueur qui fait sa première saison à l'Olympique Lyonnais où il est très performant parce qu'il marque des buts et il en fait marquer. Ça demande de confirmation, mais c'était important pour moi qu'il puisse rejoindre le groupe équipe de France. Et c'est simplement dans ce but-là et non pas pour l'empêcher de faire un autre choix. Ah non. Après, si vous reprenez tout ce qui est dit à droite et à gauche, non. Il y a ce que dit Nabil, ce qui peut être après commenté, interprété. De toute façon, quand on choisit une sélection, quelle qu'elle soit, c'est par intérêt, forcément. On n'y vient pas comme ça, mais son choix, il est ferme et définitif. Choix ferme et définitif pour Nabil Fekir. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur sa sélection à lui. Il y a un autre joueur, Grégory, qui vous plaît dans cette sélection-là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est Jacob Kurtzuma, joueur défenseur de Chelsea, qui finalement a réussi quand même, sous Mourinho, à bien s'imposer à Chelsea. Pas titulaire tout le temps, mais il joue et rentre. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc c'est encore. C'est pas bien passé pour lui. La relève est là. S'il a obtenu le pénalty pour Thiago Silva, lui, il n'a rien à se reprocher. C'est la bonne relève de la défense centrale qui, en tout cas, en cas de pépin pour Sakho ou Varane, on sait qu'on a un jeune en devenir. Ouais, mais bizarrement, je pense que Lyon pourra plus gérer en attaque avec Gourcuff, Fekir et NGA, avec Benzia encore, que derrière, quand on enlève Umtiti, Jallet et Bedimo, il y a quand même moins de solutions, même si Nice est offensivement, en ce moment, vraiment pas au mieux. J'oublierai pas la défense lyonnaise. Ouais, c'est surtout Umtiti, Anthony, qui a gagné vraiment des galons importants. Il s'est affirmé comme le patron de la défense de l'Olympique Lyonnais cette saison. Oui, en l'absence notamment depuis quelques semaines de Milan Bisevac, qui, on le rappelle, s'est blessé au ligament croisé. Il sera absent jusqu'à la fin de saison. Donc, ça fait beaucoup quand même. En l'absence de Bisevac, c'est lui qui est devenu clairement le patron de cette défense. À côté de lui, ça a tourné entre Baki Koné et Lindsay Rose, qui eux vont devoir être associés. Mais du coup, vont être associés. Rose Koné en défense centrale. C'est surtout pour ça que Umtiti est indispensable, parce que les deux, Baki Koné et Lindsay Rose, c'est vraiment pas la sécurité derrière. Donc, on l'a vu quand Bisevac n'est pas là. Déjà, Umtiti il se sent bien seul, alors ça va vraiment être compliqué derrière. Mais bon, après. On verra, parce que Lyon, ils sont quand même sur une bonne dynamique, donc à la limite, ils peuvent se servir de ça. Depuis la défaite de Lens au mois d'août, ils sont sur 11 victoires et un nul. Non, mais c'est ça, ils sont solides. Ils peuvent se servir de leur dynamique face à une équipe de Nice qui est clairement n'y est plus. Quoi. On va écouter Hubert Fournier, le coach de l'Olympique Lyonnais. Pour lui, cette rencontre face à Nice est un match dangereux. Oui, c'est un match relativement dangereux parce que on a face à nous une équipe en quête de points qui lutte pour son maintien. Et puis nous, on a quand même aussi, malheureusement, à déplorer pas mal d'absents pour cause de suspension ou de retour de blessure. Donc ça fait un groupe un peu amoindri face à une équipe qui va vendre chèrement sa peau. Et donc, effectivement, c'est un match compliqué, mais comme tous les matchs qui vont nous attendre jusqu'à la fin de la saison. Et oui, parce que match compliqué, Grégory, parce que Nice, qu'on croyait tranquille il y a encore quelques semaines, maintenant joue le maintien pour de vrai. Nice joue le maintien, ils n'ont que 5 points d'avance sur Toulouse. Il y a encore une petite marge, mais une défaite à Lyon commencerait vraiment à faire sonner l'alarme. Surtout qu'il reste sur une défaite à domicile à huis clos face à Reims, on a senti que ça avait très très mal passé du côté du président River, qui vraiment a secoué son équipe cette semaine.
Donc pourquoi pas Nice venir faire l'exploit d'aller vaincre l'invisibilité de Lyon à Gerland, et non pas au Stade des Lumières. Si, mais je pense quand même qu'à 65 000, ils feront moins de bruit que les 50 000 qui seront à Anfield dimanche après-midi, puisque du côté de la Première Ligue, il y a un très alléchant Liverpool-Manchester United qui nous attend dimanche après-midi à 17h. La course à la deuxième place derrière Chelsea, messieurs, est totalement relancée parce que Manchester City n'avance plus, que United c'est K1K et que Arsenal et Liverpool reviennent très bien. Surtout Liverpool, donc danger pour Manchester United. Oui, et puis alors on en a parlé déjà dans cette émission. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus aucune équipe qui est en Ligue des Champions ni en Ligue Europa. Donc elles vont toutes pouvoir se concentrer sur le championnat. L'enjeu de ce match-là entre Liverpool et Manchester, si Liverpool bat Manchester, Liverpool passera devant Manchester. Quatrième, ouais. Ils sont sur une série assez impressionnante. Ils n'ont plus perdu depuis 10 matchs, si je ne dis pas de bêtises, 8 victoires, 2 nuls. Perdu en 2015. Invaincu en 2015. Ouais. Ils avaient eu une première partie de saison compliquée. Ils sont en train de revenir au premier plan, notamment grâce à cet homme-là, Daniel Sturridge, qui a été de retour. Et c'est pas un hasard si on retrouve également Liverpool au premier plan. Ils ont fait leur deuil du départ de Suarez, ça leur a mis 6 mois. Il a fallu intégrer les 12 joueurs qui sont Il a arrivés. fallu intégrer les 12 joueurs, pas À un moment forcément donné. du même niveau pour les intégrer dans l'équipe. Donc là, ça commence à rouler. L'enjeu vraiment de ce match, c'est la qualification pour la Ligue des Champions, c'est la 4e place. Même si Manchester City peut s'effondrer, mais bon, je les vois quand même maintenant vraiment sur son championnat. Clairement, Chelsea, Arsenal et City ont un petit peu d'avance, pas grand-chose, un petit peu d'avance. Surtout que comme là, Liverpool et Manchester s'affrontent, voilà, celui qui perd ce match-là, même s'il restera encore 9 journées derrière. Voilà. Un mot sur Manchester United, messieurs, parce qu'on a l'impression depuis le début de saison que Manchester ne va pas très bien. On parle beaucoup de Falcao, de Di Maria, etc. Ils sont là, les hommes de Van Gaal. Ils perdent quand même beaucoup moins souvent qu'ils ne gagnent. Surtout, ils gagnent beaucoup plus souvent qu'ils ne C'est surtout dans le qu'ils contenu ne et, perdent, et les déséquilibres tactiques que cette équipe c'est Van Gaal. interpelle. Voilà. Mais après, sur les résultats, ils ont gagné beaucoup de matchs sans forcément le mériter. Ils ont pris des points très précieux. Et voilà, il y a un réel risque aujourd'hui, Grégory, de voir, deux saisons, de voir sans Coupe d'Europe. United sans oui. Ligue des Champions. Ah oui, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. Ce match à Liverpool est clé pour eux. S'ils perdent à Anfield, je pense qu'ils auront du mal à relever la tête. Ils ont un calendrier, je crois, qui est un peu terrible d'ici la fin de saison. Ils ont Arsenal, ils ont Liverpool, ils ont Chelsea et Manchester City au programme. hein. Ils jouent les 4 premiers. C'est le même programme pour Liverpool, du coup, parce que Liverpool peut passer devant Manchester en cas de victoire, et la semaine d'après, c'est Arsenal. Donc Liverpool a aussi pas mal à jouer là, sur ces 2 matchs qui arrivent pour aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. On rappelle aussi que Arsenal et Liverpool sont les 2 seules équipes encore concernées dans le haut du tableau par la Cup. Parce que c'est cette Cup qui n'intéresse plus grand monde, mais qui rapporte quand même parfois un trophée. En fin de saison, en tout cas, on scrutera évidemment ce très alléchant Liverpool-Manchester United, duel historique évidemment de la Première Ligue. Autre duel historique qui là concerne la Liga et qui surtout fait saliver Grégory Massard parce que ce petit vénard sera demain du côté du Camp Nou, c'est Barça-Real. J'ai la valise qui est prête là. J'en ai des yeux qui brillent déjà. Ça va être un très très grand match, non seulement historique, mais aussi pour l'enjeu sportif. Le Barça n'a qu'un point d'avance sur le Real Madrid. On va dire que les 2 équipes pour l'instant ont une courbe de forme qui se croise. On a le Real qui flambait en 2014, qui a déjà 5 défaites en 2015. Et à l'inverse, le Barça qui a mis du temps à entamer la saison du fait de l'absence de Suarez aussi, qui est arrivé justement au match aller, qui a fait son premier match au Classico au match aller, que le Real Madrid avait remporté 3-1. Voilà, donc là c'est le match retour. Le Real n'a pas le droit à la défaite, 4 points, ce serait compliqué de récupérer. Voilà. Mais le Real, sur ses derniers matchs dans les Classicos, en tout cas, sont plutôt pas mal. Donc 2 défaites sur les 8 derniers matchs au Camp Nou. Donc voilà, c'est pas ridicule. En tout cas, c'est leur dernière chance aussi. Ouais. Dernière chance pour le Real, mais alors plutôt MSN ou BBC pour faire la différence, Anthony? Je pense que sur la forme du moment, ce sera plutôt le Barça, surtout à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a Lionel Messi qui est en train d'affoler les compteurs. On va rappeler qu'il a marqué 20 buts en 2015, que son premier poursuivant, c'est Bas Dost, l'attaquant de Wolfsburg, qui lui est à 13. Si 3e, c'est Neymar. 4e, c'est Suarez, non ? Et 4e, c'est Suarez, qui est pas loin. Ouais. Ça va. Voilà. Le Real va moins bien aussi parce que Cristiano Ronaldo va moins bien. Elle est peine de cœur. Ça. Ah, mais oui, mais ça peut jouer, ça peut jouer. Hein. Irina est sortie dans la presse et visiblement, il a du mal à s'en remettre. C'est un moment important de la saison du Real. 4 points, ce serait rédhibitoire. Oui, clairement. À ce niveau-là.
Fabien. Ah, puis surtout, ils n'ont déjà pas été très bons cette saison face à l'Atlético dans le derby. Donc je pense que là, ils ont quand même intérêt à battre le Barça pour au moins relever la tête dans cette saison, dans les gros matchs. Parce que, ok, ils ont gagné le match aller contre le Barça, mais après, contre l'Atlético, forcément, on sait que les matchs aussi dans les derbys, ça fait toujours mal aux Ça fait la différence, supporters. surtout à la fin de saison. Et Donc, il y a vraiment trois équipes puis il y a aussi cette défaite contre Schalke en Ligue des Oui, qui Champions passe qui n'est fait tâche, pas très bien passée C'est à un match où Bernabéu. Ancelotti joue sa peau ou il joue son contrat pour la saison prochaine? Demain, alors, il joue son contrat, oui, ça c'est sûr. Si le Real prend une manita, je pense que son cas sera réglé. Non, mais rigolez pas, c'est déjà arrivé récemment. Bah, hein, c'est donc, arrivé à Mourinho. Il n'avait pas donc, gagné la décima aussi. Oui. Ouais, mais voilà. Mais est-ce qu'il peut encore être protégé longtemps par la décima? S'il gagne au Camp Nou, oui. Oui. Même s'il n'est pas champion, mais qu'il gagne au Camp Nou, je pense qu'on lui donnera une chance. Et qu'il finit deuxième. S'il perd au Camp Nou, je pense que ce sera compliqué de tenir son équipe et les supporters et toute la pression. Ça dépendra aussi de la Ligue des Champions. Parce Ouais. que même s'ils perdent contre Barcelone, il faut rappeler que le quart de finale, ce sera le derby. S'ils que cumulent les- défaite à Barcelone, élimination face à l'Atlético Ouais. en quart de finale, là, je pense qu'il pourra Sachant, prendre la porte et s'en aller. Hein. Sachant qu'Ancelotti, face à l'Atlético, il n'a pas des très bonnes stats depuis 16 ans, mais peut-être que ça te permettra d'avoir Zinedine Zidane sur le banc du Real la saison prochaine, non? Ça vous fait rire? Et encore, il vous faut n'y encore croyez pas? apprendre, non Non, encore Non, un peu jeune, je trouve. C'est pas.